Darmon, merci beaucoup. Merci. Et j'ai Drouillet également parce que, voilà, ça commence. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, est là avec le ministre Christian Dubé à la Santé et Dr Arruda. On va aller les écouter. Alors, merci beaucoup et bonjour à tout le monde en ce beau lundi. Alors, M. Roberge, Dr Arruda, j'aimerais peut-être revenir sur les engagements que nous avons pris la semaine dernière d'actualiser toute la question de la rentrée scolaire. En fait, c'est ce que mon collègue Jean-François Roberge va faire dans les prochains instants. Je tiens à rappeler qu'au mois de juin, nous avions présenté, le gouvernement avait présenté un plan de match pour la rentrée scolaire et en fait, nous avons dit à ce moment-là que nous allons surveiller la situation de très, très près parce que on le savait et on le voyait depuis plusieurs semaines que la situation évoluait et qu'au besoin, si des ajustements étaient nécessaires, nous allions le faire. Alors, c'est évident qu'aujourd'hui, avec la connaissance que nous avons, nous pouvons faire ces changements-là parce que la connaissance qu'on a à propos du virus, elle a quand même évolué énormément depuis le plan qui avait été déposé en juin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vous présentons un plan qui est actualisé au moment où on se rapproche de la rentrée. Ce plan a été élaboré avec la santé publique. Alors, je les en remercie et sur la base de leurs recommandations. Maintenant, j'aimerais aussi faire un retour sur ce que j'ai dit la semaine dernière concernant nos systèmes informatiques. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la salle et qui nous suivent qui ont très hâte qu'on mette à jour nos systèmes d'information sur notamment soit le site de l'INSPQ ou de québec.ca. Alors, je vous demanderai d'être patient encore quelques heures, mais tout ça va être en place dans les prochaines heures. Alors, nos gens d'informatique ont réussi un tour de force. C'est pour ça que vous regarderez dans notre communiqué, vous allez voir des petits ajustements parce que vous savez qu'on roule depuis à peu près 5 mois. Alors, on a ajusté d'une 50aine de cas lorsqu'on a fusionné les 3 systèmes ensemble, alors qu'on ait un ajustement d'une 50aine de cas sur 60 000, je pense que c'est quand même un exploit. Malheureusement, nous avons 2 décès de plus sur environ 6 000 décès. Donc, je pense qu'on a réussi un tour de force. Et pour tous ceux qui sont des adeptes de données, vous pourrez prendre connaissance de cette information-là. Encore une fois, on s'est engagé à le faire. Je voulais que ça soit aujourd'hui. Ça va être fait aujourd'hui, tel que promis. Et dans le 3e point, puis j'aimerais finir avec une bonne nouvelle. Le bilan qu'on dévoile aujourd'hui fait état de 98 cas. Donc, c'est la première fois dans le dernier mois que nos cas sont inférieurs à 100 cas quotidiens. J'ai toujours dit que chaque cas, pour moi, est un cas de trop parce qu'un cas peut entraîner un décès. Mais quand même, dans les circonstances, vous vous souvenez, lorsqu'on a commencé à suivre ce qu'on appelle la moyenne mobile de 7 jours, on avait eu quand même une remontée, puis on savait, je vous avais dit que ça m'inquiétait un peu parce qu'il y avait un enjeu, notamment de dire est-ce que c'est à cause du déconfinement qu'on avait fait? On savait qu'il y avait la vacance de la construction, il y avait des enjeux soit avec les bars ou les restaurants, mais on avait été ferme, on avait dit qu'on se fiait beaucoup à la rigueur et au fait que les Québécois étaient exemplaires dans la façon dont ils suivaient les directives. Mais je vous dis, aujourd'hui, c'est une journée ne fait pas le printemps, mais ça fait quand même quelques jours qu'on est plus dans la moyenne de 100-110 cas par jour. Alors, je pense qu'on doit se féliciter quand on le peut. Je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est une très, très bonne nouvelle. Bon, maintenant, l'autre bonne nouvelle, puis ce qui va me faire conclure avant de passer la parole à mes collègues, c'est les tests. Vous savez, on avait un objectif de 14 000 tests il n'y a pas si longtemps qui nous semblait difficile à atteindre. Il y a plusieurs fois au cours des 10 derniers jours qu'on a dépassé non seulement notre objectif, mais on est allé dans la zone du 16 000, 17 000 et même une journée à plus de 18 000 tests. Bon, j'aimerais vous dire que ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce que, on l'a mentionné souvent, le dépistage, c'est le cœur de la guerre et plus on va être capable de dépister rapidement,
plus on va devenir agile, plus on va être capable de donner des outils à la santé publique pour faire le traçage dont ils ont besoin lorsqu'on veut contrôler des éclosions. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, je vois encore des cas de dépistage où ça prend trop de temps à recevoir les résultats. Je vous ai dit qu'on travaillait très fort là-dessus. Je l'ai mentionné quelques fois dans les derniers jours. Au risque de me répéter, un processus de dépistage est un long processus. Non seulement les gens vont se faire dépister, non seulement il faut aller du côté des laboratoires, mais en plus, il faut être capable d'avoir le bon diagnostic et d'avoir les bonnes personnes qui vont appeler pour dire que vous êtes un positif ou un négatif. Et c'est peut-être là, en ce moment, entre le laboratoire et la communication que l'on a avec les gens, surtout lorsqu'on est rendu à 16, 17, 18 000 cas par jour, qu'il faut être beaucoup plus efficace et nous allons y travailler. Alors, ce que je vous dirais, et j'aimerais rassurer tout le monde, on se prépare vraiment, je dirais, activement pour cette deuxième vague-là. Ce que Jean-François Roberge va présenter aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le fruit d'un travail des derniers mois, mais particulièrement dans les dernières semaines. Et je veux rassurer surtout nos parents, les enfants, que nous allons suivre la situation comme on le fait depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, de très, très près. Alors, sur ce, je passe la parole à Jean-François. Merci. Merci beaucoup. C'est rassurant d'être entouré du ministre de la Santé, du directeur de la Santé publique aussi, pour faire ce genre de préparation et ce genre de présentation. Avant de commencer, je veux saluer plusieurs partenaires du réseau scolaire qui ont travaillé très, très fort, pas seulement cet été, mais depuis le début de la pandémie, pour collaborer, pour trouver des solutions, puis pour prendre soin du monde dans nos écoles. Et ils sont représentés ici dans la salle. Merci d'être ici. Donc, on a nos directions générales des centres de services, nos premiers dirigeants dans le réseau. On a nos cadres scolaires qui font un support administratif essentiel, une préparation importante pour la rentrée qui s'en vient. Nos directions d'école, nos vrais leaders pédagogiques, nos dirigeants d'école, nos enseignants, carrément le cœur du réseau scolaire, nos professionnels qui sont tellement importants pour nos élèves qui ont des besoins particuliers, le personnel de soutien qui sont, je le sais pour avoir enseigné longtemps, de véritables piliers dans nos écoles, et évidemment, les parents qui sont nos partenaires privilégiés pour réussir notre mission incroyable d'amener nos élèves et nos enfants au Québec à se développer puis à déployer leur plein potentiel. Donc, merci pour le travail que vous faites depuis longtemps, que vous faites depuis des années, mais aussi vraiment dans les dernières semaines, dans les derniers mois, pour que ça se passe bien dans nos écoles au printemps, puis que ça se passe bien à l'automne aussi. Je suis content d'être ici parce que je sais qu'on va pouvoir répondre à beaucoup de questions, parce que je sais que beaucoup de parents ont beaucoup de questions, beaucoup de membres du personnel ont des questions, des inquiétudes, sont fébriles à 3 semaines de la rentrée scolaire. On est dans une situation exceptionnelle et donc je comprends que les questions qu'on a à chaque rentrée scolaire se posent avec beaucoup plus d'acuité. Puis les inquiétudes qu'on a à chaque rentrée scolaire, mais sont plus grandes en ce moment. Moi, je peux vous dire, je suis fébrile versus la rentrée qui s'en vient. Je suis confiant, mais je ne prends rien pour acquis. Je sais qu'il y a encore du travail à faire avec tout le monde dans nos écoles. C'est prioritaire qu'on réussisse cette belle rentrée parce que nos enfants et notre santé, c'est les deux choses qu'on doit le protéger avec le plus de vigueur et de conviction. Mais en même temps, laisser les écoles fermées, ce n'est pas protéger les enfants. C'est crucial de réouvrir nos écoles, je dis nos enfants, mais aussi pour nos enfants et nos adolescents. Ils doivent se remettre à apprendre des nouvelles choses. Ils doivent se remettre à revoir leurs amis, leurs enseignants. Des fois, ce sont vraiment des personnes signifiantes dans leur vie, les enseignants, mais aussi tout le reste du personnel. Ils doivent pouvoir recommencer à socialiser. Bref, ils doivent pouvoir se développer. Puis on est capable de réouvrir nos écoles tout en protégeant nos enfants et le personnel scolaire. La rentrée qu'on a vécue dans nos écoles primaires à l'extérieur du Grand Montréal au printemps dernier nous prouve qu'on est capable de concilier scolarisation et sécurité. D'ailleurs, on a eu très peu de cas, il faut se le dire, dans nos écoles ce printemps. Et plusieurs des cas aussi, c'était des élèves qui n'ont pas attrapé la fameuse COVID
à l'école. Ça a été compté comme un cas dans l'école, mais ce n'était pas de la propagation à l'intérieur de l'école. Donc, c'est avec cette optique-là de réouverture prudente et comme convenu avec la santé publique lorsqu'on a déposé notre plan au mois de juin dernier, qu'on arrive aujourd'hui avec une actualisation de ce plan-là. Évidemment, pour y arriver, on a tenu compte de toutes les informations les plus à jour dans le domaine de la santé publique. Il y a eu des concertations aussi avec ce qui se passe dans d'autres États. On est assez proche de la rentrée scolaire pour que le plan tienne compte de la situation pandémique actuelle, mais en même temps, on est assez loin de la rentrée pour que le réseau puisse se préparer encore, puis s'adapter vraiment aux changements qu'on apporte aujourd'hui, aux ajustements, je vous dirais. En effet, il y a plusieurs cadres scolaires qui rentrent au travail aujourd'hui, puis les enseignants, eux, seront de retour dans 2 semaines. Les élèves, eux, seront là dans à peu près 3 semaines. Donc, aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour confirmer la marche à suivre pour la rentrée. Le plan déposé en juin, il était bon. Il était solide. Je veux remercier tout le monde dans la salle ici qui nous a aidés à déposer le plan de juin. Puis il a permis aux équipes de se préparer de la mi-juin à la mi-juillet jusqu'aux fameuses vacances de la construction. On arrive donc aujourd'hui avec des ajustements au plan de juin. Le premier élément, c'est un élément de cohérence qui surprendra personne, je pense, c'est la question du port du masque, du couvre-visage, comme on dit. Après discussion avec la santé publique, donc j'annonce que le port du couvre-visage sera obligatoire pour les élèves à partir du 3e cycle du primaire, donc 5e année, 6e année, tout le long du secondaire, puis évidemment ensuite pour la formation générale des adultes et la formation professionnelle. Le port du couvre-visage sera aussi obligatoire pour, en réalité, tout le personnel, tous les adultes qui travaillent, qui fréquentent, qui vont dans les écoles. Mais attention, autant pour les élèves que pour le personnel, le couvre-visage devra être porté dans les lieux communs, dans les halls d'entrée, dans les corridors, mais pas dans les classes. On veut préserver cette facilité de communiquer, le contact visage à visage, les expressions sont importantes. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a eu des prises de position de professionnels de la santé, de professionnels de l'éducation qui nous disaient « s'il vous plaît, pas de masque à l'intérieur de la classe ». J'apporte une précision, bien qu'il ne soit pas recommandé et obligatoire, bien qu'il ne soit pas obligatoire, le port du couvre-visage n'est pas interdit dans d'autres lieux, dans la classe. Si quelqu'un est à l'aise pour le porter, bien sûr, il peut le porter, simplement pas obligatoire. Je veux préciser que c'est différent pour nos petits du préscolaire. Au préscolaire, bien sûr, il n'y a pas de couvre-visage, mais il y a aussi un couvre-visage, par contre, et des équipements de protection individuelle qui sont prescrits pour le personnel. C'était déjà le cas lors de la rentrée au mois de mai et juin dans nos écoles préscolaires et primaires. C'est une mesure que l'on conserve et c'est en pleine cohérence aussi avec ce qui se passe dans notre réseau de la famille, dans nos CPE. Dans nos CPE, qui ont à peu près la même clientèle, des enfants du même âge, eh bien, il n'y a pas de 2 mètres qui est prescrit et appliqué en tout temps, parce que ce n'est pas raisonnable de penser ça. Il n'y a pas de 2 mètres entre les enfants et les éducatrices en tout temps, mais il y a les équipements de protection individuelle. C'est la même chose. Au préscolaire, on accueille à peu près des enfants du même âge. Je précise aussi, évidemment, que le port du couvre-visage pour les 10 ans et plus, donc pour 3e cycle et plus, est obligatoire dans le transport scolaire, comme il est dans le transport public aussi, évidemment, par mesure de cohérence, c'est évident. Si des parents ou des visiteurs viennent dans les écoles, portent le couvre-visage. S'ils viennent voir dans un amphithéâtre un spectacle présenté par des élèves, portent le couvre-visage jusqu'à ce qu'ils soient assis, comme dans n'importe quelle autre salle de spectacle au Québec. Ils peuvent le retirer à ce moment-là s'il y a 1,5 mètre entre chaque personne. Donc, c'est la même chose dans un amphithéâtre scolaire comme dans n'importe quel autre amphithéâtre. Donc, voilà pour le couvre-visage ou le masque. Deuxième élément, la question des groupes classes. C'est très important d'avoir des classes, des groupes classes qui soient stables, que les élèves restent entre eux dans une classe pour minimiser tout risque de propagation et faciliter le travail de la santé publique si jamais il y avait un cas dans une classe. Cependant, au regard de la nouvelle littérature scientifique et après consultation d'autres santé publiques, la santé publique ne requiert plus que nous devions séparer les classes en sous-groupes. Donc, de reséparer les classes en sous-bulles, c'était quelque chose qui était demandé
en juin. C'est une contrainte qui a été levée après étude de l'efficacité pour limiter la propagation. On considère que c'était peut-être pas efficace, c'est que c'était une contrainte qui amenait beaucoup de contraintes pédagogiques versus les avantages de limiter la propagation. Donc, la bulle, c'est la classe. Les élèves restent ensemble. Ce sont les enseignants qui se déplacent au primaire comme au secondaire. Bien sûr, un groupe classe ensemble peut se rendre, par exemple, au local d'éducation physique, peut se rendre au local de sciences, mais de manière générale, on reste ensemble. Donc, que votre enfant fréquente une école de 200 élèves ou de 1200 élèves, grosso modo, il va toujours côtoyer les mêmes 25, 20 élèves de son groupe classe. À l'intérieur de la classe, il n'y a pas de mesure de distanciation physique qui est prescrite. On peut se côtoyer à l'intérieur de la classe, un peu comme à l'intérieur de la famille. Mais si on sort de la classe, par exemple au secondaire, on enfile le masque et on garde 1 mètre de distance avec les élèves des autres classes. Ça, c'est important de le préciser. C'est important aussi de préciser que ces mesures-là qu'on met pour prendre soin des élèves, pour prendre soin du personnel, pour assurer la sécurité, bien, ça ne vient pas remplacer les autres mesures qui ont fait leur preuve. Ce qui a fonctionné ce printemps sera appliqué cet automne. Des accès par différentes portes pour éviter que les élèves ne se côtoient, ne se rencontrent. De déplacer un peu l'horaire pour que ce ne soit pas tout le monde qui arrive et qui parte en même temps. De faire des horaires de récréation un peu séparés pour éviter justement d'avoir trop d'élèves ensemble sur la cour. Le lavage des mains, le gel hydroalcoolique, donc le fameux Purel, tout ça reste évidemment, ça fait ses preuves, donc on ne remplace pas des mesures par d'autres mesures. Ces éléments-là importants, je pense que c'est important de les clarifier. Maintenant, j'aimerais ça m'adresser spécifiquement, directement aux parents. Je suis moi-même un père de jeunes qui vont vivre une rentrée, là. Je sais que beaucoup de parents sont confiants. Ils ont hâte que leurs jeunes retournent à l'école, reprennent une routine scolaire sécurisante. Mais je sais qu'il y en a d'autres aussi qui sont très inquiets, qui voient l'arrivée de la rentrée scolaire avec une certaine appréhension. Je vous comprends, puis je pense que les mesures qu'on annonce aujourd'hui sont rassurantes. Mais il y en a qui ont un niveau d'inquiétude un peu plus élevé parce qu'ils ont des enfants qui ont vraiment un trouble de santé, un problème de santé validé par un médecin lié à la COVID. Ou alors, des parents qui ont à la maison, non pas un enfant qui a une vulnérabilité médicale, mais peut-être un conjoint qui a une vulnérabilité médicale, mais spécifiquement liée à la COVID. Je veux dire à ces familles-là, à ces parents-là, que vos enfants, avec évidemment une présentation de billet de médecin pour valider tout ça, ont droit à l'enseignement à distance. On ne vous dit pas « faites l'école à la maison ». On dit « vous avez le droit à de l'enseignement à distance ». Donc, ça veut dire que le centre de service scolaire vous garantira un service d'éducation. Il y aura des enseignants qui superviseront vos enfants, qui donneront des cours à distance, qui seront disponibles pour répondre à leurs questions. Vos enfants recevront des devoirs et tout l'accompagnement nécessaire. Et ça peut être sur une assez longue période, mais on veut prendre soin des personnes vulnérables. Je pense que c'est important vraiment de le préciser. Un autre élément que je veux apporter aujourd'hui, c'est une uniformité dans la manière de communiquer. On arrive aujourd'hui avec des outils de communication qui sont d'ailleurs vraisemblablement disponibles déjà sur québec.ca/rentrée. Mais je peux vous dire que ce sera déployé dans le réseau scolaire. Votre école, votre centre de service scolaire vous en enverra. Il y aura une campagne d'information pour qu'à la grandeur du Québec, tout le monde ait la même information. Qu'est-ce qu'on fait si un jeune fait de la fièvre? Qu'est-ce qu'on fait si un jeune a de la toux? Qui est-ce qu'on appelle? Quel numéro on signale quand on est inquiet? Tiens, je vais le dire tout de suite, ça va être simple. C'est le 1-877-644-4545. 1-877-644-4545 si j'ai une inquiétude spécifique à la COVID. Mais vous allez recevoir une feuille là, que vous allez voir collée sur le frigo et qui sera votre guide. À la grandeur du Québec, vous allez recevoir en français, en anglais pour ceux qui veulent l'avoir en anglais. Donc, une uniformité dans les communications dans les familles. Même chose avec les écoles. Tout le monde aura la même marche à suivre. Je veux vous rassurer aussi à un autre égard, s'il y a un cas déclaré, testé positif COVID dans l'école que fréquente votre enfant,
vous en serez informés. Nous faisons le pari de la transparence. Si le cas est dans la classe de votre enfant, vous le saurez. Si le cas est à l'école, mais dans une autre classe, vous le saurez aussi. Ça ne veut pas créer une panique, ça peut tout simplement dire, surveiller si jamais il y a l'apparition de symptômes. Mais je pense que c'est important de diffuser l'information pour éviter que des gens, par rumeur, se montrent des peurs ou croient que des choses sont cachées. On n'a rien à cacher. On prend suffisamment de mesures pour avoir confiance dans le réseau et propager l'information. Il y aura une mise à jour destinée aux parents du guide auto-soin. Nous avions reçu ça, je pense, l'hiver dernier, un guide auto-soin. Il y en aura une version mise à jour avec de nouvelles informations encore plus à date qui seront envoyées à tous les parents à travers leur école. Donc, tout le monde vraiment aura une information claire, limpide, à la grandeur du Québec. On fait tout pour garder, évidemment, garantir un retour à l'école qui soit sécuritaire. On a parlé beaucoup de santé et de sécurité là, depuis le début du point de presse. J'ai envie de vous parler un peu d'éducation et de pédagogie. Je veux vous dire qu'advenant une fermeture d'une classe, eh bien, il y aura des balises claires pour assurer qu'à l'intérieur de 24 heures, on bascule vers l'enseignement à distance. J'appelle ça ma garantie qualité-équité. Il n'est pas question d'avoir des familles qui disent on n'est pas chanceux, notre enfant va à cette école-là, il y a moins de cours, il n'y a pas de cours en visio. Ah, nous, on est chanceux, on est dans la classe de tel enseignant, on a plus de cours, on a plus de suivi. On arrive aujourd'hui avec des balises claires. Je vais vous donner un exemple. Supposons au secondaire, dans le cas où on fermait une école au complet, on espère que ça n'arrivera pas, ou une classe, eh bien, chaque jeune aura droit à un minimum de 15 heures de cours par semaine. Chaque jeune aura accès à 2 heures d'accès à des enseignants pour lui poser des questions par jour. Donc, ces heures-là aussi peuvent être destinées, évidemment, pour en faire un peu plus pour des enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, cette garantie, je pense, elle est très importante pour rassurer les parents. On ne s'en va pas vers une rentrée ou une année scolaire où on ne fait que de la révision, de la consolidation. On veut rattraper nos retards. On veut enseigner, on veut voir notre programme de formation de l'École québécoise. Si jamais on doit fermer une classe ou une école pendant une durée limitée, puis on veut que l'éducation et l'enseignement se poursuivent, c'est un défi qu'on est capable de relever, essentiellement grâce à la compétence et à la mobilisation de nos enseignants, de nos professionnels et de toutes nos équipes dans nos écoles et nos centres de services. Donc, justement, en terminant, je veux remercier tous nos partenaires du réseau scolaire, tous ceux qui travaillent à tous les jours dans le réseau. Je veux remercier les parents aussi, mais quand même une pensée spéciale pour les gens dans les écoles, les employés de soutien, les professionnels, les enseignants, les directions. Vous avez fait un travail formidable, puis je sais que vous allez faire un autre travail formidable avec l'année qui s'en vient. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même amené beaucoup de réponses qui aident peut-être à calmer certaines inquiétudes. Donc, en conclusion, je peux dire que grâce à notre plan de juin, la préparation est bien enclenchée. Ce qu'on a dit en juin, ça a tenu la route et ça a permis aux gens à travailler de la mi-juin jusqu'à la mi-juillet. Dans bien des cas, la rentrée scolaire, elle est pratiquement préparée d'un point de vue administratif. On attend l'arrivée des enseignants pour mettre la dernière touche. On apporte 2 ajustements importants sur les masques et sur une marche à suivre bien claire avec une uniformisation d'informations. Puis on arrive avec cette garantie qualité, équité, je pense qu'il vient aussi rassurer tout le monde. Donc, aujourd'hui, on a répondu à plusieurs questions, mais il va y avoir d'autres questions. D'abord de nos amis journalistes, mais aussi des parents et du personnel. Ce sera disponible sur québec.ca/rentrée. On va mettre tout ça à jour. Vous allez recevoir de l'information de la part de votre école. Et je veux vous dire qu'on va être prêt pour la rentrée. Je suis confiant de ça. Tous ensemble, on va réussir avec les parents, avec le personnel, mais surtout pour les élèves. Merci. Alors, Dr Arruda, la parole est à vous. Oui, bonjour M. Dubé, M. Roberge. Bonjour à tous. À la veille de cette rentrée scolaire, je voulais m'adresser aux parents, professeurs, mais aussi aux enfants et à nos jeunes. Je trouve ça important, là, parce qu'ils ont vécu
une année scolaire différente des années antérieures. Puis il faut aussi qu'eux se sentent que le réseau de la santé puis le réseau de l'éducation, là, on a fait tous nos efforts pour qu'ils puissent avoir une belle rentrée scolaire, qu'ils puissent récupérer leurs éléments pédagogiques, puis aussi leur développement, je vous dirais, social, qui est majeur quand on est jeune, si on veut être en interaction. Depuis le début de la pandémie, nous avons acquis des nouvelles connaissances sur la COVID-19. On n'est pas du tout au même stade qu'antérieurement. Et l'expérience en termes de mesures de contrôle et de réouverture des milieux. Vous savez, on a fait des étapes de déconfinement qui ont été progressives, comme objectif principal de toujours maintenir la santé puis de réduire au maximum possible les éclosions. Donc, on est allé de façon progressive pour reprendre une vie de plus en plus normale, différente d'avant le COVID, mais une vie de plus en plus normale. Au niveau communautaire, et notamment dans les écoles hors communauté métropolitaine de Montréal, ce genre d'opération a été un succès au printemps dernier. Il faut se souvenir qu'au printemps dernier, quand on a dit qu'on allait ouvrir les écoles hors CMM, les parents avaient des craintes de façon significative. Et, il faut se le rappeler, la rentrée scolaire, ça a été un succès, à la fois pour les enfants, qui étaient heureux de retourner à l'école, à la fois pour les professeurs, et puis pour les parents. Fait que c'est ce qu'on a eu comme feedback, puis je pense qu'actuellement, c'est ce qu'on vise encore. Par contre, c'est clair que le virus circule toujours, puis qu'on a potentiellement une deuxième vague qui s'en vient. Il ne faut pas se mettre la tête en dessous du sable. Puis il faut que les Québécois, les Québécoises, au-delà de ce qui va se passer en milieu scolaire, respectent toutes les consignes qu'on a mises en place si on veut diminuer de façon significative l'impact d'une deuxième vague. Une absence de cas complètement ou d'éclosion, c'est impossible. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on va être en mesure de tout empêcher. Tant qu'on n'aura pas un vaccin, tant que la population ne sera pas complètement immunisée, c'est impensable de penser qu'il va y avoir aucun cas puis aucune éclosion. Par contre, on est en mesure de contrôler la situation. C'est ce qu'on a fait un petit peu cet été. Ce qui est une très bonne nouvelle pour les jeunes, c'est que la très grande majorité de nos jeunes peuvent faire la maladie, mais sans conséquences sérieuses pour eux. Ça, c'est majeur. Ça aurait été différent si c'était d'autres types d'épidémies, comme des méningites, etc. Mais dans ce cas-ci, c'est une bonne nouvelle. Puis, on reconnaît très clairement aujourd'hui que de priver les enfants du milieu scolaire, c'est encore plus néfaste que les impacts de la COVID-19 pour eux. On a besoin, quand on est jeune, d'être dans un contexte de socialisation, d'apprendre des choses, pas rien qu'au point de vue académique. On peut le faire en académie isolée, mais l'école, c'est un milieu pour bâtir des citoyens, pour apprendre à être en interrelation avec les autres. Et ça, c'est majeur. Et c'est vrai pour les populations favorisées, puis c'est aussi vrai beaucoup pour les populations défavorisées. Donc, c'est très clair, les pédiatres sont au clair avec ça. Dans le contexte où la maladie COVID-19 a peu d'impact et de conséquences majeures pour l'enfant, qui souvent va être asymptomatique ou un simple rhume, le privé de l'école a des impacts sur sa future vie de façon très significative. Donc, je trouve ça important. Et c'est dans ce contexte que les équipes de santé publique ont travaillé avec les gens de l'éducation pour prendre la chose au sérieux, mais de l'adapter pour avoir un milieu scolaire adéquat. Les plans d'intervention travaillés ont été faits de façon conjointe pour gérer à la fois les différentes infections qui surviennent chaque année en milieu scolaire. Vous savez, il va y avoir des rhumes, il va y avoir des gastros, il va y avoir d'autres choses qui ressemblent beaucoup à la COVID-19. Là. Nos mesures d'hygiène, espérons-le, vont abaisser la transmission de ces maladies-là. Ça va être important. Mais on va prendre en charge très clairement les situations où ça pourrait être la COVID-19. Puis, c'est prévenu par différentes mesures qui sont mises à l'école, le couvre-visage, la distanciation, les bulles qu'on crée, les types d'interventions. Et si jamais il y a des cas dans une école, on va agir rapidement, comme on le fait dans certains camps de jour ou dans certaines industries. On est en mesure de que ça ne se propage pas dans la communauté. Ainsi, toutes les mesures sont prises au sein des milieux scolaires pour bien protéger les jeunes, les professeurs, leurs familles et bien entendu, ultimement, la société. Puis je tiens à rappeler aussi, là, il n'y a pas rien que l'école qui est un milieu où on peut avoir de la transmission. Il y en a dans nos familles. Si on fait des parties avec des enfants, comme on parle toujours du 10 personnes, là, ça génère tout ça. Fait que, n'oubliez pas, essayez pas de penser que les cas vont tout être acquis à l'école non plus. La société
c'est un tout. Mais je pense qu'actuellement, là, tout a été fait pour qu'on en arrive à offrir à nos jeunes une belle année scolaire. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment important. Et tous les parents vont être vraiment informés. Qu'il y ait un cas dans une école, ça ne veut pas dire que tout le monde est à risque, notamment parce qu'on a des bulles classes, etc. Mais l'information va venir pour pas comme telle, mais soyez assurés que dès qu'il y a un cas pour lequel il y a une intervention à faire auprès de votre enfant parce qu'il a été en contact, l'enquête de santé publique va se faire comme on l'a fait dans tous les territoires. Et si vous n'êtes pas contacté autre que la lettre qui vous dit qu'il y a un cas dans l'école, c'est que vous n'êtes probablement pas impliqué. Mais vous allez toujours, comme toujours, envoyer voir vos symptômes. Puis c'est sûr que si vos enfants font de la fièvre, etc., comme d'habitude, on n'envoie pas l'enfant à l'école. Donc, je pense qu'après tout ce qu'on a vécu au printemps dernier, il faut que le parcours scolaire reprenne. C'est majeur pour nos jeunes. C'est mieux pour leur développement, c'est mieux pour leur vie sociale puis leur santé mentale. On a peut-être en généré certains stress. Aussi, essayez pas de transférer votre stress sur votre enfant, s'il vous plaît. On va prendre charge de tout ça. Finalement, je vous souhaite aux jeunes une très belle rentrée scolaire, aux professeurs aussi. Ils allaient être contents de vous retrouver, j'en suis convaincu. Mais finalement, en toute cohérence avec ce qui se fait dans le milieu scolaire, j'annonce également que par la même occasion que le port du masque sera obligatoire dans les transports publics et les lieux publics fermés pour les enfants de l'âge de 10 ans dès le 24 août. C'est-à-dire que de la même façon qu'on va l'exiger en milieu scolaire, on va l'exiger aussi, je vous dirais, en milieu de transport en commun. Je tiens à remercier le réseau de l'éducation pour sa collaboration avec nos équipes de santé publique. Je tiens à remercier les parents qui vont faire confiance, je vous dirais, à leur école puis à leur milieu pour laisser leur enfant s'épanouir et se développer. C'est très important. Je tiens à vous le dire, encore, je vais le répéter, priver l'enfant d'une école, d'une socialisation, à mon avis, est plus grave que le potentiel de risque qui attrape la maladie, parce qu'heureusement, ils sont souvent, c'est comme un rhume banal ou d'autres types d'infections. Est-ce qu'on empêcherait un enfant d'aller à l'école parce qu'il fait un petit rhume sans température? Je pense que non. Alors, j'invite les parents à le faire. Puis, on va souhaiter à tous une très bonne rentrée scolaire. Puis on va souhaiter à tous aussi, les adultes, d'appliquer les consignes du Dr Arruda qui va répéter tout le temps. La distanciation 2 mètres. Le lavage de mains, parce qu'actuellement, je trouve qu'il y a moins de lavage de mains depuis que le couvre-visage. Le couvre-visage, puis des parties, pas plus que 10 personnes à l'intérieur de la maison ou dans la cour. Je me radote, je radote, et je vais radoter encore ce message parce que c'est important qu'on le fasse tous. Et chacun d'entre nous, le milieu scolaire, la santé publique, on va s'organiser pour que ça soit une belle rentrée 2020. C'est ça, on est en 2020 encore? Merci. Merci beaucoup, M. Arruda. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Encore une fois, vu du peu de temps dont nous disposons, on vous demanderait de vous limiter à une seule question. Merci de vous nommer ainsi que votre média avant de poser votre question. On pourrait commencer tout de suite avec le micro 1. Excusez. Je vais être sûr que vous m'entendiez. Ma voix ne porte déjà pas sans masque. Oui, justement, le ministre Roberge. Qu'est-ce qu'il advient des récréations? Parce qu'étant donné que c'est un lieu commun à tous, dois-je comprendre que ceux qui ont 10 ans et plus vont devoir porter un masque et ceux qui ont moins de 10 ans vont en être dispensés? Pour les récréations, donc à l'extérieur, le port du masque n'est pas prescrit pour les élèves, même les élèves de 5e, 6e année, d'autant plus qu'on prend des mesures pour que les élèves, même sur la cour de récréation, jouent à l'intérieur des groupes de classe. Si on a à côtoyer d'autres élèves de d'autres classes, on garde une distanciation d'1 mètre, mais il n'y a pas de masque à l'extérieur. Okay. Et qu'est-ce qui advient des... je pense à tout le matériel... Excusez-moi, je vous demanderais vraiment de vous limiter à une seule question. On est vraiment pressé dans le temps. Mes excuses. Okay. Micro 2, vous pouvez y aller, oui. C'est moi, ça. Bonjour à vous trois. Louise Leduc, je suis journaliste à la presse. Ma question s'adresse à vous, M. Dubé. Vous l'avez dit, des fois, ça tarde, le dépistage, ça peut prendre 4-5 jours. On a vu dans une école, s'il y a un cas possible, on ne peut pas retarder de 4-5 jours avant d'avoir un résultat. Or, dans le privé, on peut avoir des résultats en une journée. Ça se fait, je pense, pour les Canadiens de Montréal. Est-ce que vous allez donner une garantie que s'il y a un cas potentiel dans une école, que le résultat, on va l'avoir dans une journée et puis que les parents ne vont pas passer
5 jours dans l'incertitude? Bien, bon, j'apprécie la question parce que je vous ai dit que je n'étais pas satisfait de façon générale avec les délais. Il y a des CIS ou des CIUS qui sont responsables des dépistages, qui le font très bien, qui le font même à l'intérieur de 2 jours. On l'a vu, là. Donc, en ce moment, on est beaucoup plus dans les exceptions où c'est plus long. Bon, je ne dirais pas que c'est anecdotique parce qu'il y a assez d'anecdotes pour me faire dire qu'on devrait faire mieux. Ce qu'on a fait depuis 2 semaines, c'est qu'on est allé rencontrer des PDG de CIUS qui font très bien, qui ont développé, je dirais, mieux le processus au complet. Puis là, on est en train de regarder avec eux les meilleures pratiques. C'est sûr que lorsque vous allez, puis j'étais à Sainte-Justine vendredi dernier, puis c'est sûr que lorsque le centre hospitalier a son laboratoire sur place, qu'on peut avoir le processus est raccourci et permet une meilleure livraison d'un service de qualité. Donc, ce qu'on est en train de regarder, puis c'est ce que M. Roberge va faire, mais en collaboration avec la santé publique et les gens de CIS qui vont être responsables du dépistage, quel genre de corridor d'accès qu'on pourrait avoir pour les parents puis pour les enfants. Parce qu'il faut regarder, excusez l'expression, mais il faut regarder en dehors de la boîte pour voir comment on peut le faire rapidement. Et c'est ça que j'ai demandé aux différents PDG, des CIS et des CIUS, comment on pourrait faire ces corridors d'accès-là pour que ça soit plus rapide. On l'a vu, hein, souvent, c'était un des problèmes dans le dépistage, c'était les files d'attente qu'on avait. Mais là, on en voit moins des files d'attente parce qu'on trouvait des façons de mieux gérer les files d'attente. Mais ça, c'était au début du processus de dépistage. On peut faire la même chose, on peut communiquer avec les gens par courriel. On est en train de regarder comment on va faire ça plus efficacement. Il nous reste 3 semaines avant que les enfants soient à l'école, puis m'assurer qu'on va avoir beaucoup une meilleure rapidité parce que la santé publique décide de qui on doit tester, mais c'est vraiment les CIS et les CIUS qui doivent avoir la responsabilité de livrer la marchandise, de s'assurer que les laboratoires sont au rendez-vous, mais aussi que les personnes qui ont les résultats communiquent rapidement. Donc, tout ce processus-là, on est en train de le challenger avec nos meilleurs. Ça va être prêt avant. On va devoir. C'est certain que ça va être prêt parce qu'on s'y est engagé. Prochaine question. Bonjour, Hugo Duchesne du Journal de Montréal. Concrètement, M. Roberge, qu'est-ce qui va être offert comme rattrapage aux élèves? Je pense aux jeunes qui passent de la 6e année au secondaire 1 et qui ont manqué 4 mois. Et aussi, qu'est-ce qui sera fait pour le sport-études? Oui, bien, c'est une bonne question, la question du rattrapage. Bon, la plupart n'ont pas raté autant de semaines et il y a eu quand même des choses qui se sont faites, soit parce qu'ils sont rentrés directement à l'école ou il y a eu un suivi des enseignants. Mais il faut faire attention de penser qu'il y a eu là, des mois et des mois et des mois sans apprentissage, sans consolidation. Ceci dit, aujourd'hui, on arrive davantage avec des précisions sur les protocoles de santé, notre façon de communiquer avec les parents, la fluidité de la communication, éducation, santé publique, notre garantie de basculer rapidement vers l'enseignement à distance au besoin. On va revenir ultérieurement avec les ajouts de services, parce qu'il va y avoir des ajouts de services, il va y avoir des périodes de consolidation, rattrapage, puis on va s'assurer d'en donner même encore plus pour les élèves vulnérables. Donc, on ne veut pas faire exactement une entrée ordinaire puis une année ordinaire. On va vouloir en donner plus pour nos élèves. On va préciser ça ultérieurement. Et le sport-études, j'avais posé ça aussi. Est-ce que ça va être en mesure d'être Excusez-moi, on va offert cette vraiment année? devoir se limiter à une seule question. Je pense que les gens ont besoin de savoir. Les parents... Probablement qu'un de vos collègues aura l'occasion de poser la prochaine question. En bonne Monsieur Fortier, c'est à vous. Bien, je vais saisir la balle au bon pour le sport-études, puis même pour l'art-études. Marco Fortier du Journal de Devoir en passant. Qu'en est-il? Puis aussi pour les secondaires 4 et 5, on sait qu'il y avait une certaine incertitude là, en juin parce qu'il y a beaucoup de cours optionnels. Est-ce que les secondaires 4 et 5 vont avoir une présence en classe, notamment en sport-études et en art-études? D'accord. Vous avez une seule intervention, vous avez quelques questions. Hein? On vous voit venir. Je vais y aller. D'abord, la question des secondaires 4 et 5, ça fait partie du plan déposé en juin. C'est une des choses qui ne fait pas partie de l'ajustement. 95% des choses qu'on a dites en juin ont permis à nos écoles de se préparer. Et c'est lié au fait qu'on doit garder notre groupe classe
étanche, notre cellule classe étanche. Quand on arrive en secondaire 4 et 5, il y a des cours options au secondaire, c'est-à-dire, bon, est-ce que je veux m'en aller peut-être au cégep davantage en sciences humaines ou en sciences pures? Ce n'est pas le même niveau qu'on prend en sciences, en physique, en mathématiques, c'est des cours différents. Et ça amène les élèves à changer de classe, à se promener, puis ce qui fait qu'au lieu d'être avec, supposons, 25 élèves, bien, si je change de groupe 2-3 fois, à la fin de la semaine, j'ai peut-être côtoyé 100 élèves. Ce n'est pas envisageable d'un point de vue de la santé publique en ce moment. C'est pour ça qu'on se dit qu'on priorise la santé, la sécurité, la protection de nos élèves, de nos familles, de notre personnel. Et c'est pour ça que, malheureusement, on a fait le compromis de permettre, pour les 4 et 5, d'avoir des journées d'alternance à l'école et à la maison. Mais à la maison, on continue d'apprendre avec des travaux. Ça reste plan de juin versus rentrée. Il n'est pas question de couper dans les programmes d'art. Okay? Je veux préciser ça, là. Ça a été mentionné à quelques reprises. On fait le choix d'avoir une rentrée à temps plein, avec des groupes pleins. On enseigne 100% du programme. On ne coupe pas en éducation physique. Il y a 4 arts dans notre programme au Québec qui est très riche. Hein? On a art plastique, art dramatique, danse, musique. Les écoles font des choix sur lesquels sont enseignés parmi ces 4-là. Il n'est pas question de couper dans des heures. Maintenant, d'une année à l'autre, certaines écoles on choisit d'enseigner art dramatique, puis après ça, on bascule, on dit non, maintenant, c'est musique que nos jeunes vont avoir. Ça fait partie des choix écoles depuis des années. Sport-études, art-études, là, on sort du curriculum pour en faire plus. C'est permis. C'est permis par éducation, c'est permis par santé publique, à condition d'être capable de respecter les conditions logistiques et sanitaires. Il y a certaines écoles qui vont y arriver, d'autres écoles qui vont être obligées de réduire les sports-études, art-études, ou qui ne pourront juste pas le faire en fonction tout simplement de la logistique des locaux qui ne seront pas disponibles ou du nettoyage qu'on doit faire entre chaque groupe. Donc, ce n'est pas que l'éducation et la santé publique l'interdit, mais honnêtement, sport-études, art-études, c'est plus dur à cause du contexte sanitaire. Prochaine question. Vous trois, Mathieu Bellumeur de Radio-Canada. Il y aura donc des enseignants qui seront dédiés possiblement à de l'enseignement à distance là, pour les enfants qui ne pourront pas se présenter en classe. Il y a des enseignants qui pourraient éventuellement développer la COVID, ne pas se présenter en classe. Est-ce que vous êtes confiant dans un contexte de pénurie qu'il y aura suffisamment de main-d'œuvre et qu'on ne va pas trop promener les profs, les remplaçants, par exemple, d'une école à l'autre, d'une région à l'autre pour continuer l'enseignement? Et est-ce que vous avez aussi fait le virage technologique pour que les enseignants puissent enseigner à distance en 24 heures si jamais il y a éclosion? On a hérité d'un réseau scolaire où il y avait eu de la dévalorisation du réseau pendant des années, dévalorisation de la profession enseignante. On est arrivé avec une logique de reconnaissance de l'expertise enseignante, valorisation de la profession enseignante, de réinvestissement dans notre réseau public. Ça a commencé à apparaître, même après même pas une année là, de gouvernement de la Coalition Avenir Québec, il y avait plus de gens qui s'inscrivaient dans les facultés de sciences d'éducation. On a diversifié les accès à la profession. On a créé des passerelles pour des gens qui n'avaient pas le bac de 4 ans, mais qui voulaient devenir enseignants en allant chercher les compétences en pédagogie. Vraiment, on agit sur plusieurs fronts pour contrer la pénurie d'enseignants. On n'est pas passé à travers encore. Ça va prendre quelques années, il ne faut pas se leurrer. Vous dites qu'il y a des enseignants qui peut-être ont des vulnérabilités physiques, médicales, documentées, liées à la COVID, qui ne pourront peut-être pas se présenter en classe. C'est aussi vrai pour des élèves. Donc, il y aura peut-être moins de profs, mais il y aura peut-être moins d'élèves. Et des enseignants, dans le fond, qui sont en pleine forme, ils ne sont pas malades, sont simplement vulnérables à la COVID, pourront, vraisemblablement, de la maison, enseigner à des élèves qui sont à la maison aussi. Mais cette logistique-là, cette affectation-là, ça appartient aux employeurs. Donc, ce sont nos centres de services scolaires qui vont, d'un point de vue logistique, faire ces affectations et gérer ça là, au cas par cas, centre de service par centre de service. Nous ne manquerons pas d'outils technologiques. Je veux clarifier ça. Là. On a fait toutes les vérifications. On a commandé pour près de 100 millions d'outils technologiques entre la mi-juin et, je pense, le 10 juillet. Ça va commencer à arriver dès le mois d'août. On a fait nos devoirs. Merci beaucoup. Prochaine question. Laplante, TVA Nouvelle. Docteur Arruda, porter le masque, c'est une chose. Bien le porter, c'en est une autre. On voit quotidiennement des gens qui le portent sous le nez, uniquement sur le menton, par exemple, malgré toute la sensibilisation. Donc, est-ce que vous avez prévu des outils de sensibilisation pour s'assurer que les jeunes le portent de façon sécuritaire?
Ou vous vous attendez à ce que ce soit les enseignants qui s'occupent de cette sensibilisation-là? Non, il y a toute une campagne qui est faite avec des outils, des instruments. D'ailleurs, on recommande aux gens d'aller voir aussi certaines vidéos qui ont été faites sur québec.ca. Il faut le rappeler, vous avez raison, le port du masque, ça doit se faire et aussi accompagné de l'hygiène des mains. Là. Avant de mettre un masque, on se lave les mains. Après l'avoir enlevé, on se lave les mains. Il faut le porter, il faut qu'il couvre le nez et le visage. Il faut le rappeler en termes de comportement. Je ne veux pas dire qu'un professeur qui verrait un élève qui ne le porte pas bien ne pourrait pas lui dire, là, mais on va compter aussi sur tout le monde pour être capable de bien le faire et de le rappeler. Ma propre conjointe, des fois, me dit d'ajuster certaines choses. Je pense que c'est pas naturel, hein, le port du masque. Puis on le dit, c'est un apprentissage. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier le couvre-visage. Il faut le rappeler, effectivement, aux gens. Quand ils ont le nez complètement découvert, bien, à ce moment-là, s'ils éternuent, ils vont envoyer leur coup de tête ailleurs. Merci beaucoup. Prochaine question. Bonjour à vous trois, François Carabin du Journal Métro. Toujours pour Dr Arruda, donc vous prenez cette décision qui va un peu à contre-courant de la décision de la santé publique canadienne. C'est pourquoi exactement là, que vous décidez de ne pas l'imposer dans les classes, ce que la santé publique canadienne a fait la semaine dernière? Dans ma compréhension, on le fait. C'est la même chose que la santé publique canadienne. Dans les faits, les gens doivent porter le couvre-visage quand ils sont dans des zones communes. Mais pas dans les classes. Mais dans une classe, oui, mais dans la classe, quand ils sont dans leur bulle comme telle, ils peuvent ne pas porter le masque, ils sont assis, ils ne sont pas en interaction. Je pense que ça, c'est... Je ne crois pas que le Canada dit de le maintenir tout le temps dans le visage. Je dois faire des vérifications, là. Mais je pense que porter le couvre-visage toute la journée sans l'enlever, ça devient un défi, puis ça pourrait même, à mon avis, nuire à la concentration des enfants, etc. Mais je vais faire la vérification là, pour être bien sûr que je ne me trompe pas s'ils ont recommandé de le porter toute la journée. Je ne crois pas que c'est ça, c'est de porter le couvre-visage, notamment dans les moments de... Je vous réfère à l'Ontario, par exemple, qui l'impose dans les classes dès la 4e année. Pourquoi pas aller dans Excusez-moi, ça va être important de se limiter à une seule question. Comme je vous le dis, nous, en santé publique, on a considéré que le couvre-visage, que les ensembles bulles à l'intérieur, avec pas d'interaction partout entre les classes, je ne sais pas comment l'organisation en Ontario, là, nous, on va mettre une bulle qui va rester stable à l'intérieur. On n'est pas dans des interactions de classe ou de changement de classe continuellement. C'est plus les profs qui vont se déplacer. Dans ce contexte-là, dans le contexte où porter le masque toute la journée, c'est tout un défi, notamment pour des adultes, mais aussi pour des enfants, on considère que la gestion du risque est adéquate. N'oublions pas non plus qu'on est dans un contexte où la majorité des enfants qui pourraient faire la maladie n'auraient pas de complications sévères. C'est une balance de risque qu'on a fait, mais je vais quand même vérifier leur modèle d'organisation, soyez comme tel. Mais nous, avec les acteurs du milieu, le milieu scolaire, les pédiatres du Québec, je veux dire, il y a même des gens qui disent qu'on devrait, même à la limite, laisser l'infection circuler de façon significative dans l'école. Il y a jusqu'à cet extrême-là. Nous, on pense qu'on a fait une balance de risque qui est adéquate. Merci beaucoup. Prochaine question. Sabrina Rivet du 98.5. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire pour rendre accessible le masque pour les jeunes? Je m'explique. Lorsque c'est devenu obligatoire dans les transports en commun, il y a eu distribution de masques dans le métro de Montréal, par exemple. Là, maintenant, c'est un coût supplémentaire pour les parents qui vont devoir acheter des couvre-visages pour leurs enfants. Souvent, ils ont peut-être 2-3 enfants. Acheter 2-3 masques, ça vient que ça peut être coûteux. Est-ce qu'il y aura distribution, par exemple, de masques dans des milieux plus défavorisés, par exemple? Oui, je vais répondre à cette question. D'abord, je veux préciser quelque chose qui n'était peut-être pas dans votre question, mais que je ne l'avais pas précisé dans mon allocution. Pour le personnel, comme c'est un outil de travail, évidemment, les écoles, les centres de services vont fournir les couvre-visages à tout le personnel. Pour ce qui est des élèves, des enfants, ça devient maintenant une pièce de vêtement, comme la tuque l'hiver, comme le foulard, comme les gants. Ce sont les parents qui fournissent les masques. Ça fait partie, je vous dirais, maintenant, non pas seulement des effets scolaires, mais même des effets qu'on a besoin un peu partout. Je veux dire, ces enfants-là, s'ils accompagnent leurs parents à l'épicerie, s'ils prennent l'autobus, déjà, ils s'en sont procurés. Ceci dit, il y a quand même des gens vulnérables d'un point de vue économique, puis on doit en tenir compte. Vous
savez, les sacs à dos, ce n'est pas le gouvernement du Québec qui fournit à tous les élèves du Québec, même s'ils ont besoin d'un sac à dos. Ça fait partie de ce que les parents doivent se procurer. Mais il y a des enfants qui les reçoivent via les organismes communautaires qui font des opérations sac à dos qui en donnent. Donc, on va travailler avec ces organismes-là aussi pour être capable de venir en aide à des familles qui en auraient besoin. Merci beaucoup. Prochaine question. Good afternoon, Matthew Pierre with the Montreal Gazette. Bon après-midi. Une question de précision. Les étudiants qui sont vulnérables à la COVID peuvent avoir une note de leur médecin et ont accès à cet apprentissage en ligne. Est-ce que ces personnes auraient le droit d'avoir accès s'ils ont un membre de leur famille, par exemple, qui est vulnérable à la COVID? La réponse courte est oui. Alors, s'il y a des vulnérabilités médicales et que le médecin a donné une note pour dire que cet enfant a une certaine maladie qui est reliée à la COVID et a droit à l'apprentissage en ligne, ça s'appliquera également si quelqu'un dans la famille qui vit à la même adresse a également une maladie qui pourrait être affectée par la COVID-19. Alors, ils auront le droit également d'avoir accès à cet apprentissage à distance fourni par l'école. Merci beaucoup. Prochaine question. On va pouvoir y aller avec le micro. Mr. Roberge, Phil Carpenter, Global News. Question for you, just to get your reaction to the... J'aimerais avoir votre réaction par rapport à la décision de la Cour du projet de loi 140 dans les conseils scolaires. Oui, je l'ai appris tout juste avant la conférence de presse. Nous sommes tout simplement, nous prenons note de la décision. Nous avons entièrement confiance que nous respectons les droits de la communauté anglophone de gérer et de contrôler leur réseau avec l'application du projet de loi 40. Mais je comprends qu'en ce moment, il y a une décision qui a été rendue et nous allons parler de la chose avec nos avocats. Avant de poser ma question, je crois qu'il serait important si vous pourriez réitérer votre message aux parents en anglais. Je peux le faire en partie. Faites de votre mieux. Oui, j'ai des notes. Alors, en bref, en ce moment, nous sommes en train d'actualiser notre plan de rentrée scolaire que nous avons présenté en juin. Suivant les nouvelles recommandations des autorités de la santé publique, le gouvernement a apporté des ajustements à son plan de rentrée scolaire pour garantir les meilleures conditions d'apprentissage pour les étudiants au Québec dans un environnement qui sera sécuritaire non seulement pour les étudiants, mais pour les membres du personnel. Porter un couvre-visage sera obligatoire pour tous les étudiants à partir de la 5e année, incluant bien sûr l'éducation pour adultes, de même que pour tous les membres du personnel de l'école qui circulent au sein de cette dite école et dans le transport et le transit public pour les écoles. Mais porter un couvre-visage ne sera pas obligatoire dans les salles de cours, c'est important de le mentionner. Ce ne sera pas obligatoire dans les salles utilisées en tant que cafétéria pendant que l'on mange et que l'on boit, évidemment. Les autorités de la santé publique n'exigent plus que les classes soient divisées en sous-groupes de 6 ou moins d'étudiants. Le concept donc de la bulle a été élargi pour inclure la classe dans son entier, qui restera stable pour minimiser toute transmission potentielle. Merci. Ma question maintenant, j'aimerais demander pourquoi est-ce que les couvre-visages ne seront pas requis en salle de cours? Parce qu'on entend très souvent que pour les adultes, c'est partout où on va qu'il faut porter un couvre-visage. Eh bien, en fait, c'est lié au risque de complications. Vous savez que les adultes vont probablement exposer les personnes plus âgées qui pourraient tomber très malades. Porter un masque toute la journée, on demande aux adultes que lorsqu'ils sortent, que quand ils vont dans des endroits fermés où on ne peut pas respecter la distanciation physique de 2 mètres, nous ne demandons pas si vous
aux personnes de porter le masque la journée entière, à moins qu'ils travaillent dans un endroit où ils doivent le porter. Alors pour les enfants, nous pensons que si nous avons organisé l'école de manière différente, avec des salles de cours qui ne vont pas se mélanger les unes aux autres, ils vont porter le masque lorsqu'ils vont devoir se mélanger aux autres à la cafétéria ou dans les corridors, mais ils n'auront pas à le porter le jour entier pendant qu'ils sont assis dans leur cours. Porter un masque une journée entière, c'est difficile pour un adulte, alors imaginez pour les enfants. Prochaine question. Simon Akineshny, CBC News. Le nombre de cas vient finalement de commencer à se stabiliser. Et dans votre communiqué de presse, Dr. Arruda, vous avez appelé ça un équilibre fragile. Monsieur Roberge, pourquoi mettre tout cela à risque en envoyant des milliers et des milliers d'enfants dans les écoles, dans les mêmes salles de cours pendant des heures et des heures? Pourquoi est-ce que c'est si important que les enfants aillent à des écoles physiquement en ce moment, alors que la pandémie ne commence tout juste qu'à être réduite ici dans la province? Les informations que nous avons au sujet de la pandémie de la COVID-19 nous a rassurés que les enfants, la majorité du temps, ne tombent pas malades, n'ont pas la maladie de la COVID-19 et ne sont pas contagieux. Et nous sommes très conscients des risques de ne pas ouvrir les écoles. Ne pas ouvrir les écoles, c'est mettre nos enfants à risque. Il y a des problèmes de santé mentale, par exemple, des troubles d'apprentissage. Alors, je crois que le risque le plus élevé serait plutôt de ne pas réouvrir les écoles. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a plus de questions, c'est ce qui met fin à notre conférence de presse. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci. Merci. Bonne journée. Alors voilà, le ministre de l'Éducation